Laissez-moi vous dresser un tableau. Vous avez 74 ans. Vous vous sentez bien. Vous dormez bien. Votre énergie est correcte. Vous faites des choses que vous appréciez. Vous vous rendez à votre bilan annuel. De routine, rien de particulier. Votre médecin jette un œil à votre dossier et dit « Vous savez quoi? Faisons quelques examens, juste pour être sûr. » 6 semaines plus tard, vous êtes assis dans le cabinet d'un chirurgien. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que ces examens, juste pour être sûr, ont trouvé quelque chose. Et ce quelque chose a déclenché une série d'événements que votre corps à 74 ans n'était tout simplement pas en mesure de gérer. Et maintenant, la vie que vous meniez tranquillement ressemble à quelque chose de très différent. Ce scénario se répète bien plus souvent que le système médical ne veut bien l'admettre. Et les données qui le sous-tendent méritent une vraie conversation. Je m'appelle le Dr Pierre Martin, et cette chaîne est dédiée à une seule chose: aider les adultes de plus de 60 ans à comprendre ce que la recherche dit réellement sur leur santé, en termes clairs et accessibles. Ce que je suis sur le point de partager ne vient pas d'un seul manuel. Cela vient d'années passées à étudier la littérature médicale et à observer attentivement ce que les preuves montrent lorsque le système fonctionne en pilote automatique. Voici la vérité que la plupart des médecins ne diront pas à voix haute lors d'un rendez-vous de 15 minutes. Après 70 ans, certains des examens médicaux de routine les plus courants peuvent faire plus de mal que de bien. Non pas parce que la médecine est défaillante, mais parce que le rapport risque-bénéfice évolue considérablement avec l'âge et personne ne fait ce calcul avec vous dans la salle. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 bilans médicaux spécifiques que je reconsidérerai personnellement après 70 ans. Je vais expliquer pourquoi le calcul change. Je vais vous partager ce que j'ai vu arriver à de vrais patients. Et à la fin, je vous donnerai un ensemble de questions qui transformeront complètement la dynamique de votre prochain rendez-vous médical. Restez avec moi jusqu'au 5, parce que le numéro 3 a arrêté beaucoup de personnes dans leur élan quand elles l'ont entendu pour la première fois. Et le numéro 5 est celui auquel la plupart des gens n'ont jamais même pensé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Je les lis tous et cela m'aide vraiment à comprendre qui fait partie de cette communauté. Très bien, commençons. Avant d'aborder les 5 bilans, je dois vous expliquer un concept, parce que sans lui, rien de ce que je vais dire ne portera pleinement ses fruits. Je l'appelle le prisme de la longévité. À 50 ans, la médecine de dépistage fonctionne à merveille. On détecte un problème tôt, on le traite, et on gagne potentiellement 30 années supplémentaires en bonne santé. L'investissement en vaut la peine. Le calcul est simple, mais voici ce qui change après 70 ans. 3 choses précisément. Premièrement, de nombreuses affections détectées par le dépistage de routine chez les personnes âgées ne vous feront jamais réellement de mal. Elles évoluent lentement. Elles ne produisent aucun symptôme. Vous leur survivrez probablement. Mais une fois que quelque chose apparaît dans un rapport, la médecine n'a pas de bouton « laisser tranquille et surveiller ». Elle a un bouton « traitement ». Deuxièmement, la tolérance de votre corps aux interventions diminue avec l'âge. L'opération dont un individu de 55 ans se remet en 2 semaines, ce même acte chirurgical chez un patient de 78 ans peut signifier des mois de convalescence, des complications, une perte d'autonomie, voire pire. Troisièmement, il existe ce qu'on appelle l'effet cascade. Un examen détecte une légère anomalie qui déclenche un scanner de suivi. Le scanner recommande une biopsie. La biopsie mène à une intervention. L'intervention provoque une complication. Et soudain, une personne qui s'était présentée en parfaite santé se retrouve à naviguer dans un cauchemar médical. Tout cela déclenché par un examen dont elle n'avait pas besoin. C'est le prisme de la longévité. Gardez-le à l'esprit à mesure que nous avançons. Avant de commencer, prenez un instant pour partager votre prénom et l'endroit d'où vous nous rejoignez. Je lis les commentaires et je veux vraiment savoir à qui je m'adresse et qui je soutiens ici. Bilan numéro 1. La coloscopie de routine après 75 ans. Laissez-moi vous parler de Dorothy. Dorothy avait 77 ans, une bibliothécaire à la retraite originaire du Tennessee rural. Elle avait subi 2 coloscopies dans la cinquantaine et la soixantaine, toutes 2 parfaitement normales. Aucun polype, aucun antécédent familial de cancer du côlon, aucun symptôme d'aucune sorte. Mais son nouveau médecin traitant a consulté son dossier et a estimé qu'il était temps d'en faire une autre. Dorothy a fait ses recherches. Elle avait des inquiétudes, mais elle ne voulait pas paraître difficile. Alors, elle y est allée. La préparation,
le liquide que l'on boit la veille pour nettoyer les intestins, a mis ses reins à rude épreuve. Le lendemain matin, elle était confuse, étourdie et à peine capable de tenir debout. Sa fille l'a emmenée aux urgences avant même qu'elle n'atteigne la salle de procédure. Elle était sévèrement déshydratée et ses électrolytes étaient dangereusement bas. Son cœur était en danger. Dorothy a passé 4 jours à l'hôpital. Elle n'a jamais eu la coloscopie. Et voici l'ironie. Elle n'en avait pas besoin. Le groupe de travail américain sur les services préventifs, l'organisme de référence qui établit les recommandations de dépistage dans ce pays, déconseille officiellement la coloscopie de routine chez les adultes à risque moyen de plus de 75 ans. Les preuves sont claires. Après 75 ans, si vous n'avez aucun symptôme, aucun antécédent familial et des coloscopies antérieures normales, les risques commencent à l'emporter sur les bénéfices. Et ces risques sont bien réels. La perforation intestinale, une déchirure littérale du côlon, survient dans environ une coloscopie sur 500. Chez un adulte plus jeune, c'est une complication chirurgicale gérable. Chez un patient de 77 ans, cela peut signifier une chirurgie d'urgence, une stomie, une hospitalisation prolongée et une convalescence qui altère fondamentalement la qualité de vie. Par ailleurs, les cancers du côlon les plus susceptibles d'être détectés chez des personnes âgées asymptomatiques ont tendance à évoluer si lentement que, dans de nombreux cas, ils ne causeraient jamais de problème au cours de la vie restante de la personne. Que faire à la place? Demandez à votre médecin de vous proposer un test non invasif basé sur les selles, comme le Cologuard ou le test annuel de recherche de sang occulte dans les selles. Ces tests peuvent signaler de véritables signes d'alerte sans les risques procéduraux. Et si vous présentez des symptômes, du sang dans vos selles, des changements inexpliqués dans vos habitudes intestinales, cela change entièrement l'équation. Consultez votre médecin. Bilan numéro 2, dépistage agressif du PSA et mammographie annuelle pour les patients à faible risque. Permettez-moi d'être très précise ici, car ce sujet mérite de la nuance. Je ne dis pas de ne jamais dépister le cancer. Le dépistage du cancer a sauvé des millions de vies et peut absolument sauver la vôtre. Ce que je dis, c'est ceci. Après 75 ans, le dépistage intensif du cancer chez des individus asymptomatiques à risque moyen pose un sérieux problème de surdiagnostic. Et le surdiagnostic mène directement au surtraitement. Voici ce que signifie le surdiagnostic en termes simples. La technologie d'imagerie actuelle est si sensible qu'elle peut détecter des cancers qui sont, biologiquement parlant, à peine actifs. De minuscules tumeurs à croissance lente qui, laissées seules, ne se disséminèrent jamais, ne provoqueront jamais aucun symptôme et ne raccourciront jamais votre vie. Vous mourrez avec elles, pas à cause d'elles. Mais dès qu'un radiologue inscrit le mot « malignité » dans un rapport, la machine clinique se met en marche. Biopsie, orientation vers des spécialistes, décisions thérapeutiques, tout avance, que le cancer représente ou non une véritable menace pour vous. Prenons l'exemple de Richard, un mécanicien à la retraite de 79 ans originaire de Géorgie. Vif d'esprit, autonome, qui allait encore pêcher le week-end. Son PSA de routine est revenu légèrement élevé. Une biopsie a confirmé un cancer de la prostate de bas grade, à évolution lente. Son urologue a recommandé une radiothérapie. Richard a fait confiance à cette recommandation. Il a suivi le traitement. En moins d'1 an, il souffrait de fatigue chronique, de problèmes urinaires, et sa qualité de vie avait considérablement diminué. Des histoires comme la sienne sont documentées dans toute la littérature médicale. Des hommes qui, avec le recul, auraient souhaité savoir que leur cancer était du type avec lequel un homme de son âge aurait presque certainement vécu, et non dont il serait mort. Cette connaissance, si elle était venue plus tôt, aurait pu tout changer. Des études publiées dans le New England Journal of Medicine ont révélé qu'une proportion significative des cancers détectés par mammographie chez les femmes de plus de 70 ans étaient cliniquement insignifiants, ce qui signifie que le traitement n'offrait aucun bénéfice en termes de survie, uniquement des effets secondaires. Que faire à la place? Ayez une conversation ouverte avec votre médecin sur votre profil de risque spécifique. Si vous avez des antécédents familiaux, des marqueurs génétiques ou des symptômes, faites le dépistage. Si vous êtes à risque moyen sans symptômes, demandez directement à votre médecin. Si quelque chose est trouvé, quelles sont les options de traitement réalistes à mon âge et que recommanderiez-vous probablement? Cette seule question suffit souvent à transformer toute la conversation. Si vous êtes encore avec moi et que vous trouvez cela utile, tapez 2 dans les commentaires. Cela m'indique que vous regardez et que vous en tirez quelque chose. Bilan numéro 3. Test de stress cardiaque de routine sans symptômes. Celui-ci surprend les gens
parce qu'il semble tellement logique. Votre médecin dit « Vous avez 72 ans, assurons-nous que votre cœur fonctionne bien ». Vous montez sur un tapis roulant ou on vous administre un médicament qui sollicite temporairement votre cœur et on surveille la réponse. Ça semble inoffensif. Ça semble responsable. Voici le problème. Les tests de stress cardiaque chez des personnes sans symptômes ont des taux de faux positifs qui peuvent atteindre 40% ou plus dans certaines populations. Cela signifie que près de la moitié du temps, le test signale une anomalie alors que votre cœur va parfaitement bien. Mais la médecine ne peut pas simplement ignorer un résultat anormal. Cette fausse alerte vous envoie vers la prochaine étape, un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme consiste à introduire un tube fin dans vos vaisseaux sanguins, généralement par le poignet ou l'aine, directement jusqu'au cœur. C'est une procédure sérieuse. Les risques comprennent des saignements, des lésions vasculaires, des arythmies, et dans de rares cas, cela peut déclencher l'infarctus ou l'AVC même que vous cherchiez à prévenir. Et c'est là que cela devient encore plus contre-intuitif. Si le cathétérisme révèle une obstruction partielle, ce qui est extrêmement courant chez les adultes de plus de 70 ans, dont beaucoup n'ont aucun symptôme, vous pourriez vous retrouver avec un stent coronarien. Plusieurs essais cliniques majeurs, dont le très cité essai Ischemia, ont démontré que la pose de stent chez des patients atteints d'une maladie coronarienne stable ne réduisait pas les crises cardiaques ni ne prolongeait la vie comparé à une gestion médicamenteuse et aux modifications du mode de vie seul. Permettez-moi de répéter cela. Le stent n'aidait pas davantage que le médicament, mais il comportait ses propres risques réels. Et s'ensuit une vie sous anticoagulants, avec leurs propres complications hémorragiques. Vous êtes donc passé de se sentir bien, examen de routine, fausse alerte, cathétérisme, stent, anticoagulant, surveillance continue, et vous n'êtes statistiquement pas mieux loti que quelqu'un qui aurait simplement géré la situation avec des médicaments et une marche quotidienne de 30 minutes. Que faire à la place? Si vous n'avez pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement inexpliqué, pas d'étourdissement lors d'une activité physique, le test de stress de routine cherche des problèmes dans une population où les problèmes sont fréquents, et les interventions n'aident pas toujours. Parlez à votre médecin d'optimiser vos facteurs de risque à la place. Tension artérielle, cholestérol, glycémie, niveau d'activité physique, sommeil. C'est là que se trouvent les vrais gains. Bilan numéro 4. Dépistage de la densité osseuse par DEXA de routine avec médication automatique. C'est un sujet qui met les gens mal à l'aise quand je le soulève, parce que l'ostéoporose est bien réelle et les chutes sont dévastatrices chez les personnes âgées. Permettez-moi donc d'être prudent. Je ne remets pas en question la réalité de la perte osseuse liée à l'âge. Ce que je remets en question, c'est le processus automatique qui fait souvent suite au résultat d'un scanner DEXA chez les patients de plus de 75 ans. Un scanner DEXA détecte une faible densité osseuse. Votre médecin prescrit un médicament bisphosphonate, comme l'alendronate ou le risédronate. Vous le prenez pendant des années, en supposant que vous êtes protégé. Mais voici ce qui est souvent passé sous silence. L'utilisation prolongée de bisphosphonate a été associée à une affection rare mais grave, appelée fracture fémorale atypique, des fractures de stress spontanées dans l'os de la cuisse, précisément l'os que vous cherchiez à protéger. Ces fractures peuvent être sévères et nécessiter une intervention chirurgicale. Ces médicaments sont également liés à l'ostéonécrose de la mâchoire, une détérioration osseuse douloureuse et très difficile à traiter. Par ailleurs, l'intervention la plus efficace pour prévenir les fractures chez les personnes âgées, sans exception, n'est pas un médicament. C'est la prévention des chutes, l'entraînement à l'équilibre. Des études montrent que le tai chi réduit spécifiquement le risque de chute de près de 50%. Éliminer les obstacles susceptibles de provoquer des chutes à la maison, installer des barres d'appui, revoir les effets secondaires des médicaments qui causent des étourdissements, faire contrôler la vue régulièrement, et s'assurer d'un apport adéquat en protéines et en vitamine D, ces interventions réduisent le risque de fracture de manière plus significative que n'importe quel médicament, sans aucun effet secondaire. Je ne dis pas de ne jamais prendre de médicaments pour la santé osseuse. Il y a absolument des patients qui en ont besoin. Ceux qui ont déjà subi des fractures, ceux qui ont des scores T très bas, ceux qui présentent des facteurs de risque spécifiques. Mais un scanner DEXA de routine menant à une médication automatique à long terme pour une personne de 74 ans active qui n'a jamais subi de fracture et qui est par ailleurs en bonne santé, c'est une conversation qui mérite d'être tenue, pas une conclusion inévitable. Ce que vous pouvez demander à votre médecin, avant de parler de médicaments,
Pouvons-nous examiner mes facteurs de risque de chute? Et quelle est la réduction réelle du risque de fracture avec ce médicament par rapport à un programme structuré de prévention des chutes? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous tirez de la valeur de ce contenu, tapez 4 dans les commentaires. C'est une façon simple de me faire savoir que vous êtes là et que vous suivez. Bilan numéro 5. Échographie des artères carotides chez les personnes asymptomatiques. C'est celui dont presque personne ne parle, et d'après ce que montre la recherche, c'est l'un des plus silencieusement importants. Une échographie des artères carotides examine les grands vaisseaux sanguins de votre cou qui transportent le sang vers le cerveau. L'idée semble simple. Si on trouve un blocage significatif, on peut l'éliminer chirurgicalement et réduire votre risque d'AVC. Logique, non? La réalité est bien plus complexe, et pour les patients asymptomatiques, bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Voici le fait essentiel. L'intervention chirurgicale utilisée pour traiter un blocage carotidien, appelée endartériectomie carotidienne, comporte un risque de 2 à 3% de provoquer un AVC pendant ou immédiatement après l'opération. Chez les personnes âgées, en particulier celles qui présentent d'autres problèmes de santé, ce risque est encore plus élevé. Le groupe de travail américain sur les services préventifs déconseille explicitement le dépistage systématique des artères carotides chez les adultes qui ne présentent aucun symptôme, ni mini-AVC, ni épisode de perte de vision, ni signes neurologiques. Leur analyse a conclu que chez les personnes asymptomatiques, le risque de préjudice chirurgical l'emporte sur le bénéfice potentiel. Voici pourquoi. De nombreuses personnes de plus de 70 ans présentent un certain degré de rétrécissement de leurs artères carotides. Ce rétrécissement est souvent stable depuis des années, silencieux, sans causer aucun problème. Lorsque vous en faites un dépistage systématique, vous le trouvez. Et ensuite, un chirurgien bien intentionné recommande de le corriger. Mais l'opération visant à réparer un blocage qui ne causait aucun symptôme peut, et parfois cela se produit, déloger un minuscule morceau de plaque qui voyage directement vers le cerveau. Je ne vais pas vous présenter une seule étude de cas pour celui-ci, car les résultats documentés sont trop significatifs pour être réduits à un seul témoignage. La littérature médicale montre des personnes qui se rendent à un rendez-vous de dépistage de routine et qui en repartent sur une trajectoire complètement différente de celle qu'elles avaient imaginée. Non pas à cause du blocage qui a été trouvé, mais à cause de l'intervention qui a suivi. Que faire à la place? Si vous ne présentez aucun symptôme d'AVC ou d'accident ischémique transitoire, pas de changement soudain de la vision, pas d'affaissement du visage, pas de faiblesse des bras, pas de maux de tête soudains et intenses, l'échographie carotidienne de routine n'est généralement pas recommandée. Le meilleur investissement est de contrôler les véritables facteurs de risque modifiables. L'hypertension artérielle, le principal facteur de risque d'AVC, la glycémie, l'arrêt du tabac, la gestion de la fibrillation auriculaire et la pratique d'une activité physique régulière. Si vous présentez des symptômes neurologiques, même brefs et semblant se résoudre, consultez immédiatement un médecin. Cela change tout. Cadre pratique. Le protocole des 5 questions. Je vous ai promis quelque chose de concret. Le voici. Chaque fois que votre médecin recommande un examen de dépistage, surtout si vous avez plus de 70 ans et que vous vous sentez bien, je veux que vous ayez ces 5 questions à portée de main. Notez-les. Mettez-les dans votre téléphone. Apportez-les à chaque rendez-vous. Question 1. Quel est le taux de faux positifs de cet examen chez les personnes de mon âge? Cela vous indique la probabilité que l'examen déclenche des procédures de suivi inutiles, même si rien ne va vraiment mal. Question 2. Si cet examen trouve quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes pour quelqu'un de mon âge et de mon état de santé? Cela oriente la conversation vers les résultats, et pas seulement vers les découvertes. Question 3. Quel est le risque procédural de tout traitement que nous envisagerions probablement? C'est la question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser. Chaque procédure comporte un risque. Vous méritez de le savoir à l'avance. Question 4. Que se passe-t-il si nous surveillons cela plutôt que de le traiter? Pour de nombreuses affections détectées chez les personnes âgées, la surveillance active avec un suivi régulier est une option légitime et souvent supérieure. Question 5. Quelle est l'intervention non invasive la plus efficace pour cette affection? Parce que très souvent, comme pour la santé osseuse, la santé cardiaque et la prévention des AVC, le mode de vie et les médicaments surpassent les interventions procédurales avec beaucoup moins de risques. Tout bon médecin accueillera ces questions favorablement. Il vous respectera davantage pour les avoir posées
Et si votre médecin rejette ces questions ou vous fait sentir difficile pour les avoir soulevées, c'est une information importante sur la question de savoir si ce médecin vous convient. Je voudrais conclure sur ceci. Il y a une différence entre une médecine qui trouve des choses et une médecine qui vous aide à bien vivre. Après 70 ans, l'objectif de vos soins de santé ne devrait pas être de générer des découvertes. Il devrait être de protéger et de prolonger votre qualité de vie, votre autonomie, votre énergie, votre capacité à faire ce qui compte le plus pour vous. Les meilleurs médecins que j'ai jamais connus comprennent que faire moins demande parfois plus de sagesse que faire plus, que recommander une surveillance active exige plus de courage que d'ordonner un autre examen. Vous avez le droit de savoir ce qu'un examen recherche. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe si quelque chose est trouvé. Vous avez le droit de demander si une découverte serait réellement traitée et si ce traitement améliorerait véritablement votre vie. La médecine nous a donné des outils extraordinaires, mais les outils ne sont utiles que lorsqu'ils sont appliqués dans le bon contexte, au bon moment, pour la bonne personne. Vous êtes cette personne et vous méritez une expérience de soins de santé construite autour de vos objectifs, de vos valeurs et de votre corps, pas autour d'une liste de contrôle. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle façon de penser à votre santé après 70 ans, abonnez-vous. Je publie des vidéos comme celle-ci chaque semaine, pratiques, fondées sur des preuves et honnêtes, pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé pendant les années qui comptent le plus. Et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu un examen de routine qui vous a mené quelque part où vous ne vous y attendiez pas? Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin avant son prochain rendez-vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. 2.